Bonjour à toutes et à tous, c'est la rentrée et Tour d'Horizon est de retour pour vous accompagner durant cette année avec des nouveautés et des projets en perspective. Mais rassurez-vous, vos 8 chroniqueurs préférés sont toujours là pour décrypter l'actualité sous différents angles, en allant du féminisme à l'histoire, en passant par l'écologie, la culture, l'économie, la politique, les grands enjeux du monde ou encore le sport. Je suis Antoine et je serai votre présentateur pour cette émission de rentrée. Bienvenue sur Tour d'Horizon. Et on commence cette nouvelle année avec l'une de nos deux voix féminines, Eugénie, qui va revenir sur la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Oui, le tribunal judiciaire de Paris a condamné ce jeudi 25 septembre 2025 Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Ce délit désigne l'entente entre plusieurs personnes en vue de préparer un délit ou un crime, peu importe si le projet aboutit. D'après le jugement, en 2005, Nicolas Sarkozy, chef de l'association de malfaiteurs, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont engagé des négociations avec Abdallah Senoussi, condamné à perpétuité en France pour l'organisation de l'attentat contre l'avion de ligne DC-10 du TA et recherché par la justice française. Ce dernier est le bras droit du dictateur libyen Kadhafi. La négociation s'est faite autour d'un financement occulte à venir pour la campagne présidentielle de 2007 que mènera Nicolas Sarkozy. En échange, les 3 Français ont promis de réviser la situation pénale de Senoussi et de redorer l'image de la Libye sur la scène internationale. Il s'agit là d'une négociation de corruption au plus haut niveau entre une démocratie et une dictature. La juge a également pris en considération que Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné dans des affaires financières, notamment la corruption d'un magistrat de la Cour de cassation. L'attitude de l'ancien président de la République a été de minimiser les faits. Et concrètement, Eugénie, quel rôle a joué Mediapart dans ce procès ? En 2012, en plein milieu de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle où Nicolas Sarkozy se présente, Mediapart a révélé un document des archives libyennes datant de 2006. Ce dernier était une promesse de financement à hauteur de 50 millions pour la campagne présidentielle de 2007. Bien que ce document n'ait pas été retenu par la justice, il a tout de même permis, selon Fabrice Arfi, journaliste en charge de l'enquête, de révéler une rencontre secrète entre Brice Hortefeux et Senoussi, ce qui est la base du jugement. Le journaliste de renchérir sur le fait que durant son enquête, les versements d'argent ont été retrouvés sur les comptes d'une société offshore de l'intermédiaire Ziad Takieddine. Ce dernier aurait ensuite retiré de grosses sommes d'argent en espèces qui ont été rapatriées en France au même moment que la dite campagne présidentielle. La présidente a estimé qu'on ne pouvait pas être sûr du lien entre les espèces non déclarées dans les comptes de campagne et les espèces retirées par Takieddine. C'est pour cela que Nicolas Sarkozy a été relaxé pour les chefs de corruption passive et de financement illégal de campagne. Toutefois, Claude Guéant est condamné pour corruption avec un autre intermédiaire, Alexandre Djouri, pour avoir reçu 500 000 € occultes. Alors, qu'est-ce qui attend encore Nicolas Sarkozy au niveau judiciaire dans les prochains mois ? Pour cette affaire, Nicolas Sarkozy est donc condamné pour association de malfaiteurs avec un mandat de dépôt différé. Il va être convoqué le 13 octobre par le parquet national financier pour décider des conditions de son incarcération. L'ancien président a estimé que c'était un scandale et qu'il ferait appel de cette décision, bien que cela ne l'empêche pas d'être envoyé en prison. Le 8 octobre, la Cour de cassation se réunit pour étudier la condamnation en première instance et en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Pour faire court, la campagne présidentielle de 2012 aurait coûté plus que le seuil réglementaire. Ce surplus aurait donc été caché aux autorités de contrôle. Nicolas Sarkozy avait été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois fermes. La Cour de cassation doit décider si cette décision de justice doit être appliquée ou non. Une autre affaire va être également
va peut-être également faire l'objet d'un procès. C'est la fausse rétractation de Takedine pour l'affaire libyenne. En effet, le principal accusateur de Nicolas Sarkozy s'est retrouvé en 2020 sur BFM et sur le magazine Paris Match pour révéler qu'il aurait soi-disant menti pendant des années. Il y a la suspicion d'une manigance pour blanchir l'ex-président de la République. Carla Bruni, sa femme, serait également impliquée dans cette histoire. Affaire à suivre donc, merci Eugénie pour ces explications. On continue cette rentrée de Tour d'Horizon avec notre chronique la plus engagée, c'est l'heure de On s'éveille avec Élise. Mesdames et messieurs, vous êtes chanceux, aujourd'hui ce ne sera non pas une, mais deux théories féministes. D'abord, commençons avec la théorie des pots de yaourt. La théorie du pot de yaourt est une métaphore utilisée par les économistes pour illustrer l'invisibilisation du travail domestique et de soins majoritairement effectué par les femmes. Elle a été popularisée par l'économiste française Hélène Périvier, qui explique que si une femme fabrique un yaourt à la maison, ce n'est pas comptabilisé dans le produit intérieur brut, alors qu'en revanche, si elle l'achète en magasin, il l'est. Se lever à 6h45, réveiller les petits à 7h, s'assurer qu'ils mangent les yaourts au petit déjeuner pour qu'ils soient en bonne santé, s'assurer qu'ils n'aient rien oublié pour l'école, se rendre compte qu'ils ont oublié de faire signer le mot de la maîtresse dans le cahier de correspondance, signer leur cahier de correspondance, les emmener à l'école, partir au travail, revenir au travail, aller les chercher à l'école, les aider à faire leurs devoirs et répondre aux maman, 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 maman. Ça vous épuise? Rien que de le dire, moi, oui. Vous savez ce qui m'épuise aussi, apprendre que selon l'INSEE, le travail domestique représenterait 40% du PIB français s'il était rémunéré. Évidemment, mon exemple était une caricature, mais reste qu'en France, les femmes consacrent en moyenne 3h26 par jour aux tâches domestiques contre 2 heures pour les hommes. Une question maintenant pour Eugénie et Antoine. À votre avis, quelles sont les multiples conséquences de la théorie des pots de yaourt ? Eh bien, selon moi, je pense qu'il y a d'abord des conséquences économiques, non ? Notamment très négatives pour la femme. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Eugénie. Oui, je pense que oui, il y a des conséquences économiques. C'est exact. Alors d'abord, nous avons la précarité économique. En effet, les femmes sont plus exposées à la pauvreté car leur travail non rémunéré limite leur accès à un emploi ou à une carrière valorisée. Cette précarité économique entraîne de source une plus ou moins grande dépendance financière selon les cas. En cas de séparation ou de veuvage, les femmes sont souvent désavantagées car leur contribution au foyer n'a pas été valorisée ni comptabilisée. Puisqu'elle n'est pas comptabilisée, cela impacte roulement de tambour les retraites. Si vous trouviez la réforme des retraites déjà très problématique, sachez que celle-ci cache sous le tapis de grandes inégalités hommes-femmes. En effet, les carrières discontinues liées aux grossesses et à l'entretien du foyer entraînent des pensions de retraite 28% inférieures à celles des hommes. Dernière conséquence, vous vous doutez bien, faire des yaourts toute la journée pour l'ensemble du foyer, c'est aussi une grande charge mentale et physique qui accentue grandement les risques de burn-out. Et donc, Élise, pourquoi la théorie de Hélène Périvier est-elle révolutionnaire ? C'est une théorie qui s'attaque directement à l'économie alors qu'une grande partie de la cause féministe et de ses thèses s'axe surtout sur l'égalité en droit et dans les rapports sociaux. Dans son livre Le temps des femmes, l'autrice insiste, le travail de soins, aussi appelé le care dans le langage féministe et sociologique, est la base de toute société. Sans lui, pas d'éducation, pas de santé et pas de main-d'œuvre disponible pour les entreprises. Cette théorie a aussi pour effet un effet de dévoilement et incite donc des pays comme l'Islande ou la Suède à commencer à intégrer la valeur du travail domestique dans leur politique publique via des congés parentaux égalitaires ou des services publics de garde d'enfants. L'Espagne, quant à elle, juge lors des divorces si les époux ont partagé les tâches domestiques équitablement. Dans le cas contraire, elle garantit un droit à une compensation et des indemnités de la part du parti en faute. Maintenant, deuxième théorie, la théorie des yaourts, théorisée par la journaliste et essayiste Titou Lecoq. Et oui, en effet, on en bouffe des yaourts. La théorie des yaourts complète la théorie du pot de yaourt et c'est pourquoi son nom est très similaire. L'idée principale de cette théorie est de montrer comment, même dans le cas où la femme est indépendante financièrement de son mari, que son salaire va se faire absorber par le foyer et va la désavantager financièrement en opposition à son mari. En effet, plusieurs études ont constaté qu'au sein des couples, il existe une tendance à l'attribution des charges du quotidien aux femmes, tandis que les hommes financent plus souvent le patrimoine et les dépenses importantes et structurantes. En d'autres termes, les femmes dépensent leur salaire dans l'entretien du foyer, dans les courses alimentaires, alors que les hommes vont investir leur argent dans le prêt de la maison, l'achat de la voiture familiale, etc. Pourquoi est-ce problématique ? Réponse très simple, le divorce est légal en France et il est très populaire. En cas de séparation, l'homme conserve le patrimoine accumulé, donc la maison et la voiture, tandis que la femme repart avec des pots de yaourt complètement vides. C'est ce qu'on appelle la théorie du pot de yaourt. Merci Élise pour cette dose de féminisme.
Et maintenant que nous sommes tous échauffés grâce aux 2 premières chroniques, il est temps de passer au sport avec Robin et sa chronique. On se bouge. Et on commence cette nouvelle saison sportive à tour d'horizon avec un tour des sports très fourni. À Tokyo, c'était les mondiaux d'athlétisme en septembre. Les favoris ont répondu présent et n'auront laissé que des miettes aux Français. 2 pour être précis, toutes raflées par l'infatigable Jimmy Gressier, médaillé d'or du 10 000 mètres et de bronze au 5 000. Nos Françaises ont atteint les finales des relais 4x100 et 4x400 mètres, mais n'ont pas pu ramener de médaille. La grande déception française de ces dernières semaines est toutefois survenue au championnat du monde de volley. Chez les femmes, les Bleus n'ont pu faire mieux qu'un honorable quart de finale, quand chez les hommes, c'est la catastrophe. Pourtant champion olympique en titre, c'est retour à la maison dès la phase de poule. L'Italie, elle, a remporté les 2 compétitions. Et pour bien nous enfoncer dans la déprime, Gaël Monfils nous annonce sa retraite. C'en est définitivement fini des losers magnifiques du tennis français à la Gasquet, Tsonga ou Gilles Simon. Place maintenant à on ne sait pas trop quoi. Gaël Monfils était le dernier survivant de ce groupe aux faux airs de génération dorée. Le blues de la balle jaune contraste néanmoins avec le triomphe du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé et Aitana Bonmati ont tous 2 remporté la reine des récompenses individuelles de football, un triplé pour la Barcelonaise et une première pour le Français formé au Stade Rennais. Enfin, l'actualité du cyclisme a été particulièrement chargée, avec les championnats d'Europe qui ont suivi les mondiaux au Rwanda. Remco Evenepoel a réalisé le triplé champion olympique d'Europe et du monde en contre-la-montre. La Suissesse Marlène Reusser remporte les 2 chronos féminins. Sur route, Tadej Pogačar est toujours aussi intouchable chez les hommes et remporte son 2e titre de champion du monde quand Magdeleine Vallière a surpris son monde chez les femmes. A noter les premiers pas de Paul Sexas, le Français de 19 ans, qui a terminé 13e des mondiaux. Loin derrière Pogačar, certes, mais une performance à souligner pour son âge. Pauline Ferrand-Prévot, elle, est contrainte d'arrêter la compétition pour cause de blessure. Et justement, arrêter la compétition, c'est ce qui nous amène à notre zoom, puisque c'est ce qui s'est passé en Espagne avec la Vuelta. La 80e édition du Tour d'Espagne aura été marquée par de nombreuses tensions qui auront vu 3 étapes être raccourcies ou interrompues totalement. C'était notamment le cas de la toute dernière, arrêtée à 57 km de l'arrivée prévue à Madrid. La raison de ces interventions est politique, puisque ce sont des manifestants qui ont investi le parcours destiné aux coureurs. Ces perturbations s'expliquent par la présence de l'équipe Israël Première Tech dans la compétition, contre laquelle des militants pro-palestiniens protestent. Il faut reconnaître que le fait d'accueillir une équipe porte-étendard d'un État génocidaire a de quoi nourrir ne serait-ce qu'un infime soupçon de gêne. Et donc Robin, quelle a été la réaction des organisateurs de la course ? D'un côté comme de l'autre, organisateurs et manifestants n'ont jamais cédé, bien que ce soit les défenseurs de la cause palestinienne qui ont eu le dernier mot avec l'interruption définitive de la compétition avant son terme. Si le Danois Jonas Vingegaard a tout de même pu être sacré vainqueur, ces événements ont vivement fait réagir les dirigeants du cyclisme mondial qui fustigent toute perturbation. Côté gouvernement espagnol, le soutien est du côté des militants. Le Premier ministre espagnol a salué la détermination à ne pas accepter la présence d'une équipe israélienne dans la compétition. Ces événements, souvent récupérés pour définir des enjeux sécuritaires hypocrites ou pour discréditer le soutien à la Palestine, soulèvent de fait une question légitime. Combien de temps allons-nous encore tolérer la présence d'Israël et de ses équipes dans les compétitions internationales ? À l'heure où il a été possible d'exclure la Russie du sport mondial, qu'attendons-nous pour faire de même avec Israël ? Les manifestations pro-palestiniennes de la Vuelta surviennent dans un contexte où les appels à l'exclusion se font de plus en plus nombreux et alors que l'ONU utilise le qualificatif génocide pour désigner les exactions israéliennes. Suite à ces événements, Israël Première Tech a été exclu du Giro dell'Emilia en Italie. L'Espagne et la Norvège ont annoncé qu'elles ne prendraient pas part à la Coupe du Monde de football si Israël y participe. L'exclusion totale d'Israël ne serait qu'un symbole, certes, mais dans un monde où la réalité a de moins en moins d'importance, les symboles demeurent essentiels. Merci Robin pour ce point sportif qui fait écho à l'actualité internationale. Il est l'heure à présent de retrouver l'édito politique avec Antoine Boré.
Chers auditeurs et chères auditrices, je m'exprime face à vous aujourd'hui dans une position particulièrement inconfortable, une situation à laquelle jamais je n'aurais pensé être confronté. J'aurais dû aujourd'hui vous proposer un 5e numéro de l'édito politique, mais voilà, la vie est pleine d'imprévus et par conséquent, je ne serai pas en mesure de réaliser ma chronique pour cette nouvelle émission. Pour tout vous dire, je lisais hier soir quelques articles de presse afin de sélectionner l'actualité politique la plus pertinente à évoquer dans mon édito. Et alors que je m'apprêtais à mettre par écrit mes premières réflexions, j'ai reçu une notification d'une importance capitale sur mon téléphone. Vous savez, ce genre de notification qui vient bousculer tous vos plans. Ce genre de notification qui vient interrompre immédiatement les tâches que vous étiez en train d'effectuer jusqu'alors. Ce message m'informait de l'arrivée d'une nouvelle épidémie en France, particulièrement contagieuse et qui ne cesse de gagner du terrain ces derniers temps. Cette épidémie est aussi plus connue sous le nom de maladie française. Oui, cette maladie française qui ne date pas d'hier et qui ne semble trouver aucun remède qui puisse la guérir de manière pérenne. Une maladie française tout d'abord qui voit valser Premier ministre et gouvernement, Gabriel Attal en passant par Michel Barnier et François Bayrou, pour finir avec le dernier en date, Sébastien Lecornu. Des chefs de gouvernement à la durée de vie incertaine qui, les uns après les autres, enchaînent les records du plus court mandat à Matignon. Alors que certains ministres nommés sont et resteront inconnus au bataillon jusqu'à leur départ, d'autres au contraire sont éternellement nommés, renommés à différents ministères. Elisabeth Borne ou encore Gérald Darmanin pour ne citer qu'eux. La dissolution annoncée par Emmanuel Macron le 9 juin 2024 devait clarifier la situation politique. Elle n'a en réalité que fragmenté le pays. Une dissolution qui par ailleurs n'a apporté aucun intérêt politique puisque le président de la République a systématiquement refusé de nommer un Premier ministre issu en dehors du bloc central. C'est sans compter aussi les longs moments de flottement dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre ou d'un nouveau gouvernement. Une situation répétée de moult fois qui finit par provoquer une lassitude chronique. Une maladie française qui voit la dette s'élever à plus de 3 416 milliards d'euros selon l'INSEE sans qu'aucune mesure ne puisse être mise en œuvre, tant les chutes de gouvernement se succèdent et se ressemblent. Une fragmentation du paysage politique où aucun compromis ne semble pouvoir être trouvé entre les différentes forces politiques. La gauche prône entre autres la mise en place de la taxe Zuckman qui se veut taxer à hauteur de 2% par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Mais le RN et les LR refusent toute augmentation d'impôts, ceci appelant à des réformes du service public, mais également en matière sécuritaire et migratoire. Des mesures bien entendu impensables pour la gauche et en prime une division au sein même du camp présidentiel sur la méthode à adopter et sur les alliances à tisser. Vous l'aurez donc compris, le compromis semble mission impossible, d'autant plus que chaque camp menace de voter la censure si leurs mesures ne sont pas appliquées. Et Antoine, c'est aussi 74% des Français qui indiquent ne pas avoir confiance en la politique, selon le baromètre 2025 du Cevipof. Oui, et cette défiance s'inscrit plus globalement dans un contexte de mensonges, de condamnations ou d'affaires judiciaires liées aux politiques. Rachida Dati, jugée pour corruption et trafic d'influence en septembre 2026. Marine Le Pen, condamnée en première instance pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants des députés européens du Front National. L'actuel Premier ministre, Sébastien Lecornu, accusé d'avoir menti sur l'obtention de son diplôme de master en droit, ou encore le dernier en date, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. À noter toutefois que Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy ont fait appel de leur décision et qu'ils se font présumés innocents. Une maladie française aussi où n'importe quel citoyen peut désormais remettre en cause une décision de justice et ce, sans même avoir lu les conclusions du jugement pénal. En effet, depuis ces derniers mois, bon nombre de citoyens se sont ainsi apprivoisés magistrats de la première heure, bien qu'ils n'aient aucunement connaissance du fonctionnement judiciaire. Pour eux, cela ne fait aucun doute, la justice est politisée et corrompue. Mais avec ces propos se dessine incontestablement une atteinte sans précédent à l'autorité de la justice, une menace significative à l'état de droit et plus globalement un rejet de nos institutions démocratiques. Enfin, en pratique, la souffrance française se caractérise par des contestations grandissantes et avec elles les manifestations. Le 10 septembre, le 18 septembre ou encore le 2 octobre 2025 n'en sont que des illustrations. Ras-le-bol, désespoir, lassitude, un rejet de la politique, un besoin de changement ou tout simplement un besoin de stabilité, diverses voix qui cherchent à se faire entendre. Et donc Antoine, que doit-on en conclure ?
Et bien sous la métaphore de cette maladie française se cache une situation critique et instable qui ne sait de ce que demain sera fait. Alors oui, la chute de Sébastien Lecornu semble inévitable. Oui, le compromis semble introuvable. Et encore oui, une dissolution ou même une démission désespérée d'Emmanuel Macron ne semble pas si inimaginable. Mais au fond, même ces deux scénarios ne garantissent pas une future stabilité pleine et entière, tant le champ politique actuel est clairsemé. En conclusion, messieurs les pouvoirs publics, mesdames les autorités publiques, messieurs et mesdames les politiques, la France va mal, elle est malade et il serait urgent d'apaiser ses souffrances tant qu'il est encore temps. Merci Antoine pour ton analyse sur cette maladie française. Il est temps pour moi de changer de costume, de revêtir ma plus belle cape, d'aiguiser mes patarangs et d'aller sauver la ville, car nous écoutons Antoine Charrière pour Culture Flash. Fantasme enfantin, rêve de pouvoir, symbole de courage. Nous connaissons toutes et tous les super-héros. Aujourd'hui icônes, ils connaissent malheureusement un déclin inédit. Oui, mais d'abord, sait-on vraiment qui est le premier super-héros ? Au regard de la définition générale des super-héros, les dieux grecs, même païens, pourraient convenir. Après tout, pourquoi pas ? Ils ont des pouvoirs. Si l'on cherche du côté humain, Jésus et ses miracles semblent parfaits. Mais non, ça paraît absurde. Mais alors pourquoi ? La définition n'est jamais précise et encore aujourd'hui, elle pourrait s'accorder à toutes sortes d'entités. Certains incluent dans cette catégorie des personnages des aventures arthuriennes, Robin des Bois ou encore Edmond Dantès du Comte de Monte Cristo en raison de leurs capacités surhumaines. Mais si ici on peut parler de héros évidemment, peut-on voir des super-héros ? Je ne pense pas. Selon moi, le super-héros ne se décrète pas, il s'autoproclame. Pour que le terme soit précis, ici, ce n'est pas sa définition qui importe, mais qui se l'approprie. Par exemple, Iron Man et Batman font partie des principaux super-héros, c'est une chose admise. Cependant, ils n'ont pas de super-pouvoir, pas de capacité spéciale à proprement parler surhumaine. L'un a une combinaison ultra connectée et l'autre un costume et des gadgets. Leur super-pouvoir, c'est d'être riche. Mais ils font partie de la famille des super-héros. Alors Antoine, ça commence vraiment quand ces histoires ? C'est dans les années 30 que l'on retrouve les prémices du genre, dans les Pulps magazines puis les comics. Mandrake le magicien et Le Fantôme, apparus respectivement en 1935 et 1936, sont selon l'écrivain Jacques Sadoul les précurseurs des super-héros entre les pouvoirs de l'un et le costume de l'autre. Mais le terme super-héros, lui, est officiellement utilisé en 1937 dans une rubrique du magazine Thrilling Wonder Stories pour décrire le personnage principal d'un comics qu'il publie, Zarnak Dax Plaisted. Mais finalement, le véritable premier super-héros, celui qui en personnalise le terme, se l'approprie littéralement, c'est Superman en 1938, bien sûr. C'est lui qui démocratise le terme et sera reconnu comme le premier de la longue lignée qui a suivi. Il a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster et édité par DC Comics. D'autres suivent ensuite toujours chez DC, Batman, Flash, Green Lantern ou Wonder Woman. Ils forment ensemble la Société de Justice d'Amérique, aujourd'hui appelée Justice League. Leur ascension est fulgurante, leur popularité grandissante, mais connaissent déjà un creux aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'éditeur Timely Publications qui deviendra Marvel Comics, qui renouvelle le genre dans les années 60 avec les 4 Fantastiques, Hulk, Thor et Spider-Man. Ils formeront tous ensemble les célèbres Avengers. Et aujourd'hui, on en est où ? Après une survie de ces figures principales, grâce aux séries animées principalement dans les années 80-90, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est surtout au cinéma que les super-héros sont glorifiés. C'est Disney qui bouleverse les codes du genre en créant le Marvel Cinematic Universe en 2008, en commençant par Iron Man, réalisé par Jon Favreau. L'idée est de réunir tous les super-héros Marvel dans un univers connecté, comme dans les comics, au travers d'une grande série de films, pour aboutir au véritable Avengers, sorte d'adaptation ultime. Aujourd'hui, c'est 37 films et 33 séries télévisées qui composent cet univers interconnecté unique dans l'histoire du cinéma. Mêlant la formule action-humour, Marvel Studios domine largement le box-office durant des années, surtout face aux films DC qui peinent entre échec et reboot. Et finalement, c'est le genre tout entier qui est en perte de vitesse aujourd'hui. Depuis quelques années, les films Marvel sont des échecs, chose inédite, aussi bien critiques que commerciaux. Cet été a été particulier avec les sorties des 4 Fantastiques chez Marvel ainsi que Superman chez DC. Chose encore inédite, DC fait un meilleur score au box-office que Marvel, mais surtout, aucun des deux projets ne dépasse le milliard au box-office, ce qui confirme un certain lassement des super-héros, une perte d'intérêt pour ce genre de la part du public et un manque de renouvellement côté studio. Le prochain Avengers Doomsday, prévu pour 2026, a fini récemment son tournage, mais sans scénario fini. Un cas qui résume à lui seul la perte de sens des studios pour les super-héros. On produit pour aller on sait pas où.
Certaines analyses comparent cette situation avec les westerns qui ont eu un destin similaire jusqu'aux années 70, avec des réalisateurs iconiques, un âge d'or, une utilisation de la nostalgie pour survivre et finalement ne plus être dans l'air du temps. D'autres encore évoquent l'idée que les adaptations de jeux vidéo, très populaires et fructueuses, viendraient prendre la place des super-héros dans l'univers comme l'univers étendu que développent Nintendo et Illumination dans l'univers de Mario. Et à l'inverse, le jeu vidéo pourrait être un bon renouveau pour les super-héros, un nouveau média à conquérir. Les succès des jeux Batman Arkham ou des récents jeux Spider-Man démontrent un certain intérêt des joueurs et un projet sur Wolverine est en préparation et attire déjà les curieux. Car si leur symbole est fort, l'histoire des super-héros pourrait bien s'éteindre un jour, entre manque de renouvellement et d'idées d'adaptation. Espoir pour les uns ou archétype dépassé pour d'autres, dans tous les cas, d'ici là, les super-héros ont encore de nombreuses villes à secourir. Merci Antoine pour cette chronique héroïque. Et maintenant, c'est l'heure de votre rendez-vous historique, place à Mémoire des siècles. Alors Antoine, aujourd'hui tu nous parles d'un dossier historique qui a beaucoup fait parler cet été. Et oui, aujourd'hui nous parlons d'un dossier d'actualité, à savoir le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum. Pour rappel, le 9 juillet 2025, le président Emmanuel Macron annonçait que la tapisserie de Bayeux allait être prêtée au British Museum dans le cadre d'une exposition ayant lieu de septembre 2026 à juin 2027, afin de, je cite, revivifier la relation culturelle entre les deux pays. Une annonce qui n'a pas tardé de faire réagir nombre de scientifiques qui ont mis en avant la dangerosité d'un tel prix pour la conservation de la tapisserie. Mais Antoine, qu'est-ce donc que cette tapisserie ? La tapisserie de Bayeux est une broderie du XIe siècle racontant la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie. Longue d'environ 70 mètres, ils sont brodés 623 personnages, 994 animaux, 438 végétaux, 37 forteresses et bâtiments, 41 navires et petites embarcations et d'innombrables objets très divers, ce qui en fait un chef-d'œuvre couturier. En 1064, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt. En l'absence de successeur clairement désigné, 3 prétendants à la royauté vont s'affronter tour à tour durant l'année 1066. Harold Godwinson, comte d'Est-Anglie, de Wessex et de Hereford, Harald Hardrada, roi de Norvège, et enfin Guillaume, duc de Normandie. Le lendemain de la mort du roi, Harold est fait roi par les personnalités les plus influentes du royaume. Parallèlement, Harald et Guillaume s'allient contre Harold. Début septembre 1066, Harald débarque en Angleterre, mais est battu et tué par Harold. Pendant ce temps, Guillaume, qui vient de Normandie, a débarqué à son tour dans le sud. Harold se précipite, mais est vaincu par Guillaume lors de la bataille de Hastings, le 14 octobre. Le 25 décembre, après avoir soumis le reste de l'Angleterre, Guillaume est couronné roi d'Angleterre à Westminster. La tapisserie de Bayeux raconte cette guerre de succession et la victoire de Guillaume. Elle aurait été commandée par Odon de Bayeux, demi-frère de Guillaume, et tissée entre 1067 et 1083. Conservée dans la cathédrale de Bayeux jusqu'au XVIIIe siècle, elle échappe aux destructions de la Révolution française. Napoléon Ier l'a fait venir au Louvre à des fins de propagande dans un projet futur d'invasion de l'Angleterre. Elle est classée en 1840 sur la liste des monuments historiques et elle échappe au pillage de la Seconde Guerre mondiale après avoir été déplacée à plusieurs endroits. Finalement, en mars 1983, la tapisserie est exposée au Grand Séminaire de Bayeux, qui est renommé pour l'occasion Centre Guillaume le Conquérant. Et concrètement, où en sommes-nous dans le prêt de la tapisserie ? Est-ce que le départ pour l'Angleterre est imminent ? Alors depuis le 1er septembre 2025, le centre est fermé pour travaux et la tapisserie a été transférée dans un lieu de conservation le temps des travaux. Elle a été déplacée vendredi 19 septembre dans son lieu de mise en réserve, ce qui a mobilisé plus de 90 personnes et a duré 7h15. D'après la préfecture du Calvados, la manœuvre se serait parfaitement déroulée. En attendant, scientifiques et internautes se battent pour empêcher son départ. À la suite d'analyses en 2020, les experts ont révélé l'état alarmant de l'œuvre. Environ 10 000 perforations, 30 déchirures et plus de 24 000 taches ont été répertoriées et plusieurs spécialistes ont souligné les risques additionnels qu'impliquerait tout déplacement prolongé de plus d'1 heure, même après restauration. Parallèlement, une pétition en ligne demandant l'abandon du prix au Royaume-Uni en raison des risques pour la tapisserie a recueilli à ce jour plus de 74 700 signatures. Néanmoins, le commissaire du projet soutient que la tapisserie n'est pas intransportable, validant ainsi la décision présidentielle. Affaire à suivre. Et la chronique Mémoire des siècles évolue en cette rentrée, n'est-ce pas Antoine ? Et oui, désormais votre chronique Mémoire des siècles a une petite sœur, la petite histoire. Une chronique qui a pour but de vous raconter, tel Maestro dans Il était une fois l'homme, des anecdotes historiques en tout genre pour découvrir de nouveaux aspects de l'histoire.
Et aujourd'hui, nous partons pour la Mésopotamie à la découverte du marchand Éanazir. En 1931, Léonard de Woolley, archéologue anglais, exhume des ruines de la cité d'Our une tablette en argile datant d'environ 1813-1804 avant Jésus-Christ. Cette dernière, découverte dans la maison d'un certain Éanazir, est en fait après traduction une tablette de plainte contre ce fameux marchand. Mais alors, de quoi est coupable ce pauvre Éanazir ? L'auteur de la tablette Nani explique. Éanazir avait rapporté du cuivre de Tilmoun, donc de l'actuelle région du Bahreïn, mais livra des lingots de mauvaise qualité. Le serviteur envoyé par Nani pour récupérer la marchandise fut mal reçu, et bien que la transaction ait été annulée, Nani affirme avoir déjà payé. Ainsi, cette tablette est donc la plus ancienne trace de litige commercial de notre histoire. Éanazir faisait partie d'un réseau de marchands d'Our spécialisés dans le commerce maritime du cuivre. Il se rendait jusqu'à Tilmoun pour s'approvisionner en métal venant de l'Oman, essentiel à la production de bronze. Ces expéditions, risquées mais très lucratives, étaient financées par des investisseurs qui avançaient argent, étoffes ou autres biens en échange d'une part importante des bénéfices. Les marchands, surnommés ceux qui vont à Tilmoun, rapportaient de grandes quantités de cuivre et offraient une partie de leur butin à la déesse Ningal, à la fois comme remerciement et comme taxe religieuse. Éanazir, avec son père, jouait un rôle majeur dans ce commerce, opérant à la fois pour lui-même, pour des investisseurs privés et pour le palais royal de Larsa. Mais ce qui fait pour moi le charme du personnage, c'est que 3700 ans plus tard, le marchand est devenu une blague, un mème sur les réseaux sociaux, illustré par une statuette sumérienne et cette musique. Si vous voulez observer la tablette à plainte d'Éanazir, sachez qu'elle est exposée au British Museum. Maintenant, la prochaine fois que vous laisserez un avis négatif sur Google, pensez que peut-être d'ici 3 à 4 000 ans, un archéologue du web la redécouvrira et en fera un exemple archéologique de la vie en société au XXIe siècle. Merci beaucoup Antoine pour ce point actualité et histoire. Passons maintenant à l'actualité climatique. Bienvenue dans les ondes du climat avec Timéo Lepère. La semaine dernière, Timéo, la communauté scientifique a une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme. Oui, c'est une nouvelle bascule dans l'odyssée des limites planétaires. L'acidification des océans clignote désormais aussi rouge sur le tableau de bord de la santé de notre planète. C'est la 7e limite planétaire à être franchie sur les 9 qu'identifie la communauté scientifique. De quoi on parle exactement ? Ce concept de limite planétaire nous vient tout droit de la Suède, plus exactement du Stockholm Resilience Center en 2009. Depuis, il a été adopté par l'ONU et de nombreuses institutions environnementales. Cela en fait un marqueur bien reconnu par les scientifiques pour témoigner de la stabilité des écosystèmes et des conditions de vie sur Terre. Et pour ce faire, on s'appuie sur nos actions à nous, celles de l'humanité. Et je vous le disais en ce moment, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne va pas fort. Après la limite du changement climatique, celle des perturbations de cycles biogéochimiques, un petit peu technique celle-là, et celle de l'intégrité de la biosphère dès 2009, se sont ajoutées celles de l'usage des sols, l'usage de l'eau douce et les nouvelles pollutions. Et donc il y a une semaine, cette nouvelle frontière dépassait, celle de l'acidification des océans, un phénomène connu de longue date mais qui ne cesse de s'accélérer ces dernières années. À quoi est-il lié concrètement ce phénomène ? C'est une énième conséquence de nos rejets massifs de gaz à effet de serre et plus particulièrement du dioxyde de carbone que vous connaissez tous sous le nom de CO2, car en plus du climat, il modifie également le pH de nos océans par un mécanisme simple mais pourtant peu connu. Le fait est que nos océans absorbent une partie du CO2 dans l'atmosphère et qu'au contact de l'eau, une réaction chimique se produit. Le dioxyde de carbone se transforme alors en acide carbonique. Le phénomène est tout à fait inoffensif à l'origine quand il est à l'équilibre. Or, il faut inclure dans l'équation que nos émissions de gaz à effet de serre ont explosé depuis quelques décennies et que logiquement, l'acidité des océans a progressé de 30 à 40% au cours du XXIe siècle. Et ce n'est pas qu'un vague constat. Derrière tout un écosystème qui perd le nord, à commencer par les tenants de la chaîne alimentaire, les petits organismes marins comme les coquillages ou le plancton, affectés dans leur mode de vie et dont l'existence est mise à rude épreuve. Leur place dans le monde du vivant fait pourtant un point de bascule à ne pas franchir car la quasi-totalité des animaux marins dépend de ces organismes pour vivre et derrière c'est la sécurité alimentaire de millions de personnes qui seraient menacées. Pour empêcher le triste avenir promis à nos mers et nos océans sur cet aspect, les scientifiques posent toujours le même dossier sur la table, celui des énergies fossiles. À l'origine du réchauffement climatique et de cette acidification, une grande majorité des émissions de gaz à effet de serre proviennent encore de notre dépendance au pétrole et au gaz. Il y a donc urgence à changer profondément notre utilisation des ressources. Et pour autant, on ne le rappellera jamais assez, les investissements et les efforts nécessaires ont beau être colossaux, ils ne le seront jamais autant que l'enjeu, tout simplement, un monde habitable. Et dans cette deuxième partie de chronique, toujours intitulée Réponse d'avenir,
on se penche sur une avancée dans le monde de la mode et du textile, Timéo. Oui, un pas en avant, pour le moment à la volonté des marques, mais bientôt contraint par la loi. Depuis hier, un nouvel étiquetage se met progressivement en place sur les étals des enseignes de prêt-à-porter. Sur le modèle du Nutri-Score, place désormais à l'Eco-Score, une étiquette affichant le coût environnemental pour chaque vêtement en point d'impact. Plus le score est élevé, moins le vêtement est éco-responsable. Le calcul de ce score, il est particulièrement complet, même presque exhaustif, de la consommation d'eau nécessaire à la fabrication, à l'empreinte carbone, en passant par la durabilité et le recyclage. Ce sont en tout 16 critères qui permettent d'évaluer le coût environnemental des vêtements. Ce nouvel indice est donc un vrai plus pour tendre vers un mode de consommation plus responsable. Encore faut-il qu'il soit pris en compte, car actuellement les clients sont parfois contraints de privilégier la variable du prix à celle de l'écologie. En clair, si l'Eco-Score se veut comme un moyen de lutte contre la fast fashion, particulièrement problématique sur le plan environnemental, il ne suffira pas à lui seul. L'initiative pourrait tout de même avoir un vrai retentissement. Pour rappel, le secteur du textile représente à lui seul près de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et est responsable de près de 20% de la pollution de l'eau potable. Merci Timéo pour cette chronique qui nous rappelle que l'urgence climatique doit devenir notre priorité à tous. Et Tour d'Horizon ne saurait être complet sans votre rendez-vous consacré à l'actualité internationale. Bienvenue dans le Tour de presse de Théo Lajoie. Et Théo, pour cette nouvelle émission, tu as choisi de commencer ton tour de presse par le voisin anglais. Londres a été récemment le théâtre d'une importante démonstration de force de l'extrême droite. Alors si le gouvernement n'écoute pas ce mouvement, on ne répondra plus de rien. Cette phrase résume bien le mouvement populaire qui gronde à Londres. Ils étaient 110 000 à défiler dans les rues de la capitale anglaise au nom de la bannière d'extrême droite. C'est Libération qui nous le précise en rappelant le slogan de cette manifestation historique « Unite the Kingdom », comme un affront aux politiques actuelles. Cette manifestation historique intervient après la mort de Charlie Kirk aux États-Unis et à l'appel d'un militant activiste hooligan, Tommy Robinson. France 24 nous dresse le portrait de cet agitateur de l'extrême droite qui attise la colère et la haine anti-musulmans. Tommy Robinson a été emprisonné à 5 reprises pour ses activités politiques. Certains y voient une anglicisation d'une persécution politico-judiciaire à l'américaine qui hante Tommy Robinson, le jeune protégé anglais du mouvement MAGA. Et l'immigration va lui servir plus que tout de tremplin. Sa base fidèle au Royaume-Uni se constitue progressivement et pour Laetitia Langlois, maîtresse de conférence à l'Université d'Angers, je cite, « Il peut simplement regarder les effets de ce qu'il a déclenché. » Derrière lui, une population happée par les discours, hypnotisée par les prises de position, qui écoute avec attention les interventions d'Elon Musk, et ce détail est pointé du doigt par le média anglais social-démocrate The Observer. Un véritable signal d'alarme que constitue cette grande manifestation. En conclusion, que retenir, si ce n'est de surveiller les prochaines manœuvres politiques qui pourraient arriver en France ou en Europe, parce que lentement et régulièrement, le nationalisme progresse dangereusement sur notre continent. Un rebondissement de plus au Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé vouloir quitter la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Mais pourquoi une telle décision, Théo ? Alors, venant de ces pays, la décision ne surprend plus tellement. Ce qui est frappant, c'est l'ampleur que cette vague d'indépendance des États du Sahel prend. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali continuent leur sortie des institutions internationales. Les 3 membres de l'Alliance des États du Sahel souhaitent redevenir souverains aussi en matière de droit international, comme l'atteste cette sortie bruyante de la Cour pénale internationale. Ils ne sont pas les premiers à se retirer de l'institution, mais leur action coordonnée et le contexte dans lequel ils le font interpellent davantage. France 24 a recueilli les premières déclarations de ces nations dirigées par des juntes militaires. La CPI serait, selon eux, je cite, « un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme ». Des mots forts qui blessent et qui visent surtout clairement l'Occident. Le Figaro axe l'analyse de cette décision sur la suite, après ce revirement de position. Les 3 pays ont d'ores et déjà annoncé créer une nouvelle cour de justice au Sahel, en plus de vouloir se rapprocher de la Russie. Alors, peut-on y voir une tentative de camoufler les soi-disant gouvernements en place et de masquer les crimes contre les civils organisés par l'armée ? La question se pose. Même si cet effet immédiat de se retirer de la CPI devra attendre 1 an, temps nécessaire d'étude du dossier par l'ONU, les 3 pays sont convaincus que cette indépendance judiciaire leur permettra de s'extirper définitivement des derniers liens avec l'Occident. Le Monde souligne aussi que cette décision trilatérale marque un nouveau tournant dans les relations intérieures, la crainte surtout d'un communautarisme régional qui grandit davantage. Et on reste en Afrique, Théo, avec une présidentielle qui s'annonce charnière en Côte d'Ivoire.
Alors, quels seront les ressorts de l'élection du 25 octobre ? C'est une présidentielle inédite pour la Côte d'Ivoire. 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le 25 octobre pour élire leur prochain président pour un mandat de 5 ans. Plus que jamais, ce scrutin est décisif car il va sceller le sort de l'actuel président Alassane Ouattara, 83 ans, et qui est encore candidat à sa succession, briguant donc un 4e mandat. Mais cette année, le changement pourrait arriver. La BBC nous permet d'y voir plus clair. Les candidats sont soumis à une fameuse règle de parrainage. Il faut qu'ils réunissent le parrainage d'au moins 1% des électeurs inscrits et ils doivent déposer un dossier contenant une caution de 50 millions de francs CFA. Autant dire que les conditions sont restreintes et que les places valent cher. Pour rappel, la dernière présidentielle en 2020 avait conservé 4 candidats valides sur les 44 inscrits. Pour le reste, c'est globalement identique au modèle français. La prééminence du président actuel, accusé de violer la Constitution, commence à peser sur l'opinion publique. Celle-ci, qui pour une grande moitié ne se vote pas, supporte de moins en moins la crise économique et sociale. Le temps du changement se fait sentir. Alors, qui pour succéder à Alassane Ouattara ? Réponse avec France 24 qui dresse le portrait des candidats. Alors d'abord, Awa Don Melo, le plan B du président en première ligne, défenseur du panafricanisme, tourné à gauche, mais favorable à un rapprochement avec les États du Sahel et depuis 2023 nommé vice-président des projets stratégiques des BRICS. Simone Eivé, ex-première dame, figure charismatique et opposante historique à l'actuel régime, convaincue d'être pour beaucoup l'alternative durable. Henriette Lagou, la centriste du groupe, experte en gestion publique et ancienne ministre de la Famille et des Affaires sociales, elle avait récolté seulement 0,89% des voix en 2015. Et Jean-Louis Billon, centre droit, homme d'affaires, dirigeant d'un grand groupe industriel d'agroalimentaire, ancien ministre du Commerce. 2 hommes, 2 femmes, sauront-ils répondre aux attentes des Ivoiriens, les inégalités économiques et sociales persistantes, la flambée des prix du cacao, le chômage chez les jeunes, la sécurité face au terrorisme ? Autant de défis que les candidats devront relever dans une course au pouvoir qui s'annonce pleine de rebondissements en Côte d'Ivoire. Dernière actualité que tu souhaitais mettre en lumière, Théo, en Afghanistan, la base aérienne de Bagram attise les convoitises du président américain. Jusqu'où ira Donald Trump pour récupérer cette installation stratégique ? Oui, tu l'as dit Antoine, cette base est précieuse aux yeux de Donald Trump. En juillet 2021, les forces américaines quittent l'Afghanistan, plongeant le pays dans le régime taliban. La base aérienne de Bagram, située au nord de Kaboul, était la plus grande infrastructure américaine en Afghanistan et a servi de plateforme de commandement pour les opérations post-11 septembre. Selon le Courrier international, la raison qui pousse Donald Trump à vouloir subitement s'en réemparer, c'est sans doute sa proximité de l'installation avec des sites nucléaires chinois. En effet, la région la plus à l'ouest de la Chine, celle du Xinjiang, là où la population ouïghour est exterminée en masse, elle abrite aussi d'importants sites du programme nucléaire chinois. Les liens entre Pékin et Kaboul, qui s'affinent de plus en plus, mettent en rage le président américain. Mais l'hypothèse de reprendre la base aux talibans semble mince, vu les relations qu'entretiennent les deux nations. Comme à son habitude, Trump lance des menaces de représailles sur les réseaux sociaux, mais le régime taliban ne faiblit pas. Bien au contraire, il a annoncé selon l'Express qu'il poursuivrait les relations avec la Chine. La base de Bagram représente un bastion américain crucial dans une région convoitée entre la Chine, la Russie et le Pakistan. En attendant, plusieurs experts affirment que pour la récupérer, il faudrait déployer de nombreuses troupes et Donald Trump n'est certainement pas prêt à relancer une nouvelle guerre. Merci Théo pour ce point d'actualité internationale qui nous rappelle la perpétuelle mutation du monde. Il est temps pour moi de rendre à César ce qui est à César en remerciant le travail de nos chroniqueurs, ainsi que vous, très chers auditeurs et auditrices qui écoutez Tour d'Horizon. Nos podcasts sont à retrouver en intégralité sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour rester informés des prochaines émissions. L'équipe de Tour d'Horizon vous souhaite une bonne rentrée et vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.